Rémi Sussand, vous êtes journaliste, vous venez de publier Frontières grises, nouveaux savoirs, nouvelles croyances et stupidité sur le cerveau. Alors oui, il se passe de plus en plus de choses autour du cerveau. D'abord, on a de plus en plus les moyens d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre crâne. On a des outils de plus en plus perfectionnés. Tout récemment, c'est-à-dire en début de cette année, il y a eu 2 grands projets qui ont été lancés, l'un par l'Europe et l'autre par les États-Unis, pour aller encore plus loin dans la compréhension du cerveau, 2 projets qui sont naturellement en concurrence. Bon, maintenant, ceci dit, il faut être clair, on est au début de quelque chose, c'est-à-dire que de plus en plus, des découvertes tombent toutes les semaines. J'essaye de les suivre, je n'y arrive pas toujours. Ces découvertes ne sont pas toujours validées, c'est-à-dire que très souvent, on a une expérience qui vous dit « Ah, ça c'est extraordinaire », et une semaine après, on vous dit « C'est n'importe quoi ». Par exemple, exemple classique, écouter du Mozart rend intelligent. Ça a été partout, dans tous les médias pendant un certain temps, puis finalement il s'est avéré qu'il n'y avait rien derrière tout ça. Donc effectivement, moi je pense, je compare beaucoup ça un peu au début de la Renaissance, quand il y a les premiers navigateurs qui vont commencer à découvrir de nouveaux continents. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la période, ici il y a les dragons, qu'il y avait au Moyen-Âge, c'est-à-dire effectivement on ne sait pas, on est content de ne pas savoir et on invente ce qu'on ne connaît pas, on découvre des choses, quelque chose se passe, ça intéresse tout le monde, ça intéresse bien entendu les marchands avec le neuromarketing, ils cherchent à comprendre comment fonctionne notre cerveau pour nous faire acheter plus, ça intéresse les politiques, ça intéresse bien sûr le domaine de la distraction, du jeu, etc. Ça peut même intéresser les chefs religieux, etc. Mais effectivement, pour l'instant, il y a aussi encore beaucoup d'erreurs et beaucoup d'approximations. Donc on est au début d'une révolution dont on ne sait pas où elle va nous mener. Mais on a intérêt à s'y intéresser, parce qu'il y a déjà des gens qui s'y intéressent. Il y a déjà des gens qui s'y intéressent, comme je te dis. Bon, effectivement, il y a... D'abord, effectivement, les scientifiques, quand même, mais ça touche absolument tous les domaines. C'est-à-dire, par exemple, l'école et l'éducation, on ne peut plus penser l'école et l'éducation sans se poser des questions sur le cerveau. C'est pas possible. On ne peut plus penser l'économie sans se poser des questions sur le cerveau. Donc, on ne peut plus penser la morale sans se poser des questions sur le cerveau. Donc, ça intéresse tous les philosophes, tous les intellectuels, et ça intéresse effectivement, il y a beaucoup d'argent à la clé, et aussi peut-être beaucoup de conséquences politiques. Alors, il y a déjà de l'intérêt pour le cerveau de la part des politiques, de la part de certains politiques. Comme toujours, et comme je dis tout le long du livre, cet intérêt est peut-être basé sur des théories fausses, mais cet intérêt existe. Alors par exemple, on en a beaucoup parlé au cours des dernières années, il y a 2 économistes et psychologues, je ne connais pas exactement leur statut, qui s'appellent Kassenstein et Richard Thaler, qui avaient écrit un livre qui s'appelait Nudge, qui se basait sur des théories de ce qu'on appelle l'économie comportementale. Alors qu'est-ce que c'est que l'économie comportementale? C'est comment notre esprit, notre cerveau réagit et prend des décisions. Alors, il y a une partie, effectivement, très neurosciences classique, où on regarde à l'aide de scanners, d'IRM, ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau, mais la plupart du temps, l'économie comportementale n'est basée que sur des tests du genre « parirez-vous sur pile ou face », etc. Et on regarde statistiquement comment les gens agissent. On ne fait pas toujours appel à un gros matériel. Et donc, on est arrivé à la conclusion en économie comportementale que beaucoup de nos décisions étaient inconscientes et n'étaient pas déterminées rationnellement. Et donc, Thaler et Kassenstein ont écrit un livre en disant « l'État pourrait s'en inspirer pour pousser les gens gentiment, un coup de coude », c'est ce qu'ils appellent le nudge, donner un petit coup de coude pour qui se conduisent de manière appropriée. Alors un exemple qui n'est pas un exemple de l'État, mais qui est un exemple classique, d'ailleurs souvent utilisé dans le marketing, etc., c'est vous dirigez une entreprise, vous avez une cantine, et vous souhaitez que vos employés ne grossissent pas plus que la normale. Bon, vous mettez, quand vous rentrez dans la cantine, vous arrangez pour que le bar à salade soit à la première place, et que les grillades et les frites soient au fond. La plupart des gens se servent en salade et ont tendance à réduire la portion de frites. Alors peut-on appliquer ça à l'État? C'est effectivement ce qu'ont essayé de faire dans les pays anglo-saxons Barack Obama, qui a nommé Kassenstein
à la tête de l'autorité des régulations économiques pendant plusieurs années. Maintenant, Sunstein a démissionné, et ça, je ne sais pas pourquoi. Mais également du côté conservateur, David Cameron, qui était tellement fasciné par les idées de Thaler et Sunstein, qu'il avait créé, avant même d'arriver au poste de Premier ministre, une nudge unit, c'est-à-dire un groupe de gens qui travaillaient effectivement sur les moyens de pousser les citoyens dans telle ou telle direction. Alors, exemple au niveau, que je crois que Sunstein en est très très fier, par exemple d'un exemple de nudge au niveau étatique et légal. Aux États-Unis, vous savez que les retraites ne sont pas automatiques, hein, que c'est la boîte qui paye les retraites, et jusqu'ici, les gens recevaient un formulaire leur demandant voulez-vous cotiser à la retraite? Et très souvent, ils disaient bon, on verra demain, est-ce que c'est vraiment intéressant, etc. Bon, ce qu'a fait Sunstein, c'est d'inverser complètement la tendance en disant maintenant, les gens, quand ils arriveront, ils seront cotisés automatiquement à la retraite, sauf s'ils refusent. Donc c'est effectivement rationnellement la même chose, mais irrationnellement, les gens ont tendance à laisser passer le fait de cotiser s'ils sont déjà d'emblée cotisés. Par certains côtés, c'est pas neuf du tout, hein. Je reprends l'exemple de ce que je vous dis sur l'histoire de la retraite. C'est un truc, les fans de jeux vidéo connaissent bien le truc. Vous voulez adhérer à un jeu vidéo multi-utilisateur comme World of Warcraft, on vous demande votre numéro de carte bleue dès le début, on vous dit vous avez un mois gratuit, et si vous n'avez pas envie de passer en mode abonné payant, il faut que vous fassiez le geste. Donc je dirais que c'est pas fondamentalement nouveau. Et d'ailleurs, on se demande des fois si c'est pas beaucoup de bruit pour rien, tout ça. C'est l'exemple type des questions qu'on se pose. Je pense que ce qui est nouveau, ça n'est pas tant cette découverte que l'idée de l'appliquer systématiquement en lieu et place d'un système de loi. C'est-à-dire, c'est ce que Thaler et Sunstein appellent le paternalisme libertaire. C'est-à-dire, effectivement, on essaye de remplacer au maximum la loi par ces espèces d'incitations. Je dirais simplement l'utiliser mieux, parce qu'effectivement, je ne sais pas si biologiquement il est possible de faire grossir ou grandir son cerveau. Je sais qu'il y a des expériences sur la méditation qui laissent à penser que ça grossit la quantité de matière grise dans telle ou telle partie du cerveau, mais je ne suis pas sûr de la valeur de ça. Par contre, ce qui existe, et on est toujours dans la même situation, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à le faire. Alors c'est justement très problématique, parce que je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Mozart. Il est très difficile de savoir qu'est-ce qui réellement a une efficacité, parce que vous avez l'effet placebo, vous avez le fait que les gens ne réagissent pas de la même manière aux mêmes stimuli. Pour certains, quelque chose va vraiment les booster de façon extraordinaire, pour d'autres, ça ne va rien leur faire, etc. Alors, est-ce qu'il existe actuellement, bon, surtout dans les pays anglo-saxons, et dans les pays du Nord, en Europe aussi, comme les Pays-Bas, il y a quand même un certain courant, et ça rentre petit à petit en France, c'est l'idée du quantified self, ce qui est la chose la plus intéressante. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer dans ce genre d'expérience, vous ne pouvez pas simplement prendre une recette dans un bouquin et l'appliquer parce que vous ne saurez pas. Donc ce qu'il faut, c'est que vous appreniez à mesurer vos réactions et à faire des tests, donc devenir vous-même votre propre scientifique. Donc c'est quelque chose qui est, à mon avis, ce qui est peut-être vraiment le plus révolutionnaire dans toutes ces histoires, c'est-à-dire que pour la première fois, peut-être, des individus lambda vont devoir appliquer la méthode scientifique dans leur vie quotidienne pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ils vont devoir le faire parce qu'effectivement, vu que de toute façon au niveau social, économique, etc., tout le monde, comme je disais, s'intéresse sur le cerveau, il va essayer de scruter ses réactions inconscientes, etc., il va falloir que nous, on sache se défendre vis-à-vis de tout ça. Et donc, il va falloir, mais on découvre effectivement que pour ça, il faut développer soi-même des compétences de scientifiques concernant nous-mêmes. Et ça, c'est pas évident et ça demande effectivement un nouveau type d'éducation et de formation. Alors, certains le pensent, hein. Alors il y a deux façons d'imaginer le post-humain ou le transhumain. Je dirais même qu'il y en a trois façons, hein. Il y a une première façon qui est la façon, je dirais, la plus
la plus évidente, c'est l'homme est remplacé par la machine qui est plus intelligente que l'individu. Alors certains le pensent, et effectivement, vu que toutes nos découvertes vont dans le sens effectivement d'un être humain pas forcément rationnel, etc., certains se disent il n'y a que les machines qui peuvent nous tirer d'affaire. Alors ça, c'est un premier courant. Il y a un autre courant qu'on peut imaginer, c'est que via le Quantified Self, des outils qui nous permettraient de scanner notre cerveau, voir des produits chimiques qui nous rendraient plus intelligents, etc., on pourrait arriver individuellement à augmenter nos capacités mentales. Bon, alors ça, c'est vraiment tout le milieu du Quantified Self qui s'intéresse à ça. Troisième courant, c'est de dire, finalement, l'être humain étant un animal social, peut-être que certaines structures sociales et éducatives peuvent réellement nous changer et changer la structure de notre pensée. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que les médias changent à chaque fois nos comportements, que même la structure de notre cerveau reçoit l'impact des médias. Il y a des neurones qui sont spécialisés dans la lecture, comme l'a montré Stanislas Dehaene, par exemple, alors qu'il est bien entendu impossible que génétiquement la lecture soit codée dans notre cerveau, parce qu'elle est trop récente. Je dirais que l'écriture date de 5000 ans, mais en réalité la lecture généralisée, ça a quoi, 200 ans, 300 ans grand maximum. Donc effectivement, on découvre que notre cerveau réagit aux médias, et on peut se demander s'il y a des médias comme la réalité virtuelle demain, la réalité augmentée, des structures comme la Wikipédia d'intelligence collective, on ne va pas aussi rentrer dans un nouveau type d'humanité. Et il y a la possibilité que, bien sûr, il n'y ait aucun des trois ou les trois.